En 434, les émissaires et les agents de Constantinople activaient leurs tentatives de corruption des chefs des peuples et des tribus danubiennes, caucasiennes et ouraliennes pour les inciter à l'insurrection contre les Huns. Le khan Oros a demandé de cesser toutes les actions hostiles et de commencer les négociations. Dans le cas contraire, il menaçait de la guerre. L'Empire romain d'Occident, dirigé par Aetius, ne pouvait pas être hostile aux Huns et l'empereur Théodose de l'Empire romain d'Orient était obligé d'accepter les négociations. En septembre, Oros est mort et Attila a été proclamé khan principal. Son frère Bléda est devenu khan comme Attila l'était auparavant. Pour les négociations avec Attila, le gouvernement de Constantinople a envoyé Plinta et Épigène, ses diplomates les plus éloquents et expérimentés. Attila accepte de rencontrer la délégation romaine à côté de la ville frontalière de Margome sur le Danube. Attila explique à Oreste qu'il veut, dès le début de son règne indépendant, montrer à tous, aux siens et aux autres, qu'il entend rétablir en Eunie les lois strictes de Modun Khan, répondant à son désir d'unité et de paix. Comme tu le sais maintenant, ces lois sont dirigées contre l'anarchie des steppes, contre le morcellement dangereux des tribus guerrières, contre la multiplicité des centres du pouvoir conduisant vers le polythéisme, contredisant l'interprétation monothéiste de la religion tangraïste réunissant les peuples. Ainsi je veux un accord qui ne soit pas dirigé directement contre l'Empire romain d'Orient et porte de notre part un caractère plutôt défensif. Je te charge de préparer le texte d'accord dans ce sens. Mais en cas de refus, je n'hésiterai pas à déclarer la guerre car je sais bien la faiblesse des empires romains. Oreste sourit. J'essayerai d'imaginer quelque chose pour nous faciliter les négociations. Attila approuve. D'accord, j'ai déjà quelques idées à ce sujet. Mais je te demande d'intensifier les exercices des troupes pour l'assaut des forteresses. Plinta, Épigène et leur escorte s'approchent du khan principal des Huns et de sa suite. Attila est hautain et immobile. Lui et les siens ne descendent pas de cheval, obligeant ainsi les autres à rester en selle. Les négociations se passent donc en plein vent. L'ambassadeur Plinta ne peut rien dire de peur de tomber de cheval sous les regards moqueurs des Huns. Oreste note avec satisfaction l'efficacité de leurs astuces diplomatiques discutées gaiement avec Attila. Le Goth Épigène, qui était un assez bon cavalier, essaie seul de retirer les Romains de cette situation ridicule. Attila explique aux ambassadeurs confus en bon latin, presque sans accent, ses revendications. Nous demandons la cessation immédiate de toutes les négociations directes avec les princes huns et nos vassaux, la rupture de tous les contrats conclus sans l'autorisation du gouvernement central. Nous demandons le renvoi de tous les mercenaires huns entrés au service des Romains sans accord du khan défunt Oros ou de moi-même. Nous demandons aussi le rapatriement de tous les Huns nobles qui cherchent un asile politique à Constantinople. Vous devez prendre des obligations solennelles que vous n'aiderez jamais nos ennemis extérieurs et intérieurs. Plinta demande de répéter encore une fois les revendications. Attila fronce sévèrement les sourcils et formule toutes les revendications, point après point, de façon encore plus rude. Plinta pose plusieurs fois la même question. Et si notre empereur ne veut point donner son accord? Attila répond tranquillement, c'est qu'il préférera la guerre. Hormis ces demandes principales, Constantinople devait, au lieu d'une solde de 350 livres d'or, payer au khan Oros en qualité de général honorifique de l'Empire romain d'Orient, payer un tribut au khan Attila de 700 livres d'or par an, une livre correspond à 327 grammes. Chaque prisonnier romain fugitif devait être rendu ou racheter 8 pièces d'or. Attila ne donne aux diplomates romains qu'une seule nuit pour leur réflexion.
Le matin suivant, Oreste vient discuter avec les diplomates romains. Leurs yeux rouges témoignent qu'ils ont passé une nuit sans sommeil. Oreste déroule un texte d'accord écrit en latin irréprochable, prêt pour la signature. Plinta fait la mine hautaine et remarque: je trouve que le montant du tribut est trop élevé. Jamais notre empereur ne pourra accepter de telles conditions. Oreste essaye d'abord de plaisanter, au contraire. Ces conditions sont très modestes. Après la guerre avec les Daces, Trajan a eu un butin de plus de 500 000 livres d'or et plus de 1 million livres d'argent. Attila a le droit de demander de restituer ce butin car maintenant la Dacie appartient à son État. Épigène l'écoute attentivement tandis que Plinta s'obstine. Jamais notre empereur ne pourra accepter de telles conditions. Oreste se fâche et reprend le rouleau avec les mots: bon, alors ça sera la guerre car votre empereur le veut. Épigène arrache le rouleau avec un cri: non, non. Il acceptera. Nous signerons cet accord. Selon les lois strictes de Modun Khan, l'insoumission au Khan ou son offense était considérée comme l'insoumission à Dieu et son offense. Le serment solennel, prononcé au nom de Dieu, est garanti par lui-même, d'où découle son importance et inaltérabilité. Tous les crimes importants sont punis par la mort. C'est pourquoi quelqu'un qui n'avaient pas obéi à l'ordre de rentrer dans leur pays, étaient exécutés sous les yeux des Romains, qui les ont délivrés, conformément à l'accord signé. Cette scène suscite chez Oreste des sentiments mitigés. C'est terrible, pense-t-il, mais la guerre entre les Huns et les Romains est évitée. Et je suis heureux d'être l'un des artisans de cette paix.